Alors, cette rencontre est emballante parce qu'en fait, nous, on voulait une rencontre de deux générations. Là, c'est rendu que vous discutez entre vous. Je n'ai même plus intervenir, mais je vais quand même vous ramener à quelque chose. Tout à l'heure, Mathieu Bock-Côté parlait de la censure qu'il y a eu autour des pièces de Robert Lepage. Puis je voudrais vous ramener à ça vers l'agriculture, parce qu'on est sur une chaîne agricole aussi. On savait qu'on parlerait de région d'identité, mais on allait venir à l'agriculture. Et je voudrais que Roméo, vous me disiez si vous avez une perception par rapport à ça. Il y a de la censure dans la culture. Vous avez déjà écrit. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a un esprit contrôlé? Les Québécois ont-ils un esprit contrôlé? Dans le sens que dans le livre que vous avez écrit, l'UPR Monopole qui a fait son temps, vous évoquiez le fait que si les agriculteurs étaient encore pris dans un carcan monopolistique dans le syndicalisme agricole, c'était peut-être lié à leur historique de la religion. Est-ce que c'est la religion qui traîne tout ça? C'est sûr qu'il y a des... On va rappeler que vous avez été prêtre pendant 7 ans au Vatican, quand même. Dans une autre vie. Jusqu'à quel âge? Hein? Jusqu'à 26 ans. Jusqu'à 30 ans. Non, c'est sûr qu'on a tourné le dos très, très, très rapidement, très fortement à la religion au Québec, mais en même temps, on n'est pas nécessairement guéri de tout, t'sais. On a conservé le cléricalisme. Et en tout cas, devant la censure qui s'est réintroduite là, à propos de Slave, beaucoup de gens ont dit que c'est le retour des curés. Bon, tu sais, pour nous autres, dans notre imaginaire, tout ce qui est censure, tout ce qui est moralisme, c'est des curés. C'est la religion. Dans ce sens-là, est-ce que c'est purement une référence symbolique ou pas? Ou si y a des choses dans le subconscient à les y voir, là. Mais c'est certain qu'il y a quelque chose de clérical parce que dans ces groupes de rectitude politique, là. Mais il y a même un désir dans votre livre, dans votre livre, vous l'abordez aussi, cet aspect religieux dans l'esprit qu'on a entraîné dans le monde agricole d'aujourd'hui. Oui, bien, l'UPA étant un monopole, un pouvoir extrêmement étendu, prend tous les moyens. Et je dis souvent que l'UPA, c'est pas seulement un syndicat, c'est aussi une religion, tu sais. Dans le sens qu'il y a des dogmes, il y a des institutions, il y a des rituels, et tout le monde suit, tout le monde connaît le credo, etc., tu sais. Je remarque que ça se reproduit peut-être aussi dans d'autres institutions, mais c'est certain que le contrôle au Québec, qui a été incarné beaucoup dans le contrôle de la religion, du clergé avec les politiciens, avec l'occupant britannique et tout ça. Et on est très sensible à ça. Et contrairement, Mathieu, vous écriviez récemment, je ne sais pas hier ou avant-hier, une chronique où vous laissiez entendre qu'on s'éloignait peut-être un peu trop de la religion, ou du moins de la foi. En fait. C'était ce matin, en fait. Non, je disais simplement que quand on parle du catholicisme au Québec, on en fait un bilan globalement négatif, ce que je peux comprendre. Ce que je n'aime pas, c'est que lorsqu'on en fait un bilan exclusivement négatif, lorsqu'on n'est pas capable de voir qu'il a laissé une empreinte qui peut quelquefois qui a laissé des traces de beauté, ne serait-ce que dans le paysage, l'architecture, la manière de nommer le pays, de le chanter. Je parlais aussi dans les rituels du baptême ou aux funérailles. Je dis que le catholicisme avait pris en charge des besoins humains fondamentaux, et à partir du moment où le catholicisme s'était décomposé, eh bien, les rituels ancestraux qui permettaient de traverser l'existence avec le sens du sacré, c'était décomposé devant nous. Ça faisait un étrange bazar. Mais sur la question évoquée tantôt, la censure, le retour des curés, c'est une formule que j'utilise quelquefois parce que j'ai quelquefois l'impression effectivement qu'on a des autorités morales consacrées qui veulent donner une imprimatur à ce qui peut ou non passer dans l'espace public. Et quand j'entends, moi quelquefois ça me fascine, quand on regarde de vieux livres québécois, on regarde première page, autorisé par l'imprimatur. Voilà, on a l'imprimatur, elle est là. Eh bien moi, dans une société qui panique autour de la question de l'appropriation culturelle, dois-je considérer que désormais, Canada, on va avoir l'imprimatur de je ne sais quel rassemblement de gens croyant représenter les Amérindiens. Est-ce que Slave va avoir l'imprimatur de la coalition de gens prétendant représenter la communauté noire? Puis ajouter à ça, parce qu'il y a des codes propres à notre société, mais ajouter à ça l'incroyable, la très rapide, la fascinante et la terrifiante américanisation
des mentalités au Québec où on importe ou on se fait imposer, ça reste à voir, des concepts qui n'ont rien à voir avec notre réalité historique. Et on les utilise désormais à la manière d'une grille de lecture qu'on plaque sur nous pour penser nos rapports sociaux. Et bien là, on crée non seulement un climat de dérèglement des repères communs, mais en plus, la logique de censure, par exemple, propre aux universités américaines, à l'extrême gauche américaine, à la gauche racialiste américaine, on est en train d'amener ça chez nous, mais de manière très rapide, sans qu'on sache exactement comment répondre à ça. Donc oui, il y a des chaînes culturelles qui viennent de chez nous, mais il y a aussi là-dedans, je pense, un élément d'américanisation de notre société qui n'est pas une bonne nouvelle. Ben moi, j'ai trouvé ça très sain qu'il y ait un gros réveil et une grosse réaction face à la censure. Oui, oui. Et là, je pense que le vieux fond québécois qui a rompu, qui a tourné le dos à la religion, s'est révélé. Oui, oui, bien sûr. Et la laïcité, toute la question de la laïcité au Québec est très, très forte à cause de ce virage qu'on a fait très fort. On a peur de ça, on ne veut pas revenir à la religion, et on ne veut pas revenir à la censure, à les imprimatures, aux excommunications. Et je pense que il y a actuellement, face à ce qui est arrivé, là, même si on va payer cher pendant longtemps, à mon avis, oui, oui. Il y a eu une réaction qui est encourageante, là. Beaucoup de gens se lèvent actuellement pour dire non, il n'y en a pas question. Ben, c'est le problème de la rectitude politique. Pendant longtemps, elle étouffe. Pendant longtemps, elle menace. C'est-à-dire, on intériorise l'idée que si je dis ça, je vais me faire traiter de raciste, xénophobe ou d'une des phobies disponibles sur le marché des phobies. Mais à un moment donné, la pression est telle que autour d'un événement comme, d'abord Slave, ensuite Canada, les deux en même temps, là, ça explose. Le commun des mortels n'en peut plus. Et là, ça fait paniquer, d'ailleurs, une partie des élites médiatiques et intellectuelles qui avaient un monopole sur les codes du discours public. Là, ça échappe. Et là, soudainement, il y a une forme de tentation en disant « Oh, mais c'est une explosion de la parole xénophobe », ils vont dire. Donc, ils vont utiliser toute une série de concepts moralement chargés pour disqualifier les contradicteurs qui osent désormais les contredire publiquement. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont baissé le ton.